Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de Jung et son démon. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies, ce qui est très important. Ensuite, merci de liker et de partager ma vidéo. Merci aussi de regarder ce qui se trouve dans les commentaires. Vous trouverez un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler de Jung et son démon. Carl Gustav Jung a été sensible au mystérieux toute sa vie. Enfant, il sondait sa vie intérieure et ses rêves lui paraissaient souvent plus nets que ses expériences éveillées. Plus tard, il lui sembla que la psychiatrie, discipline qui l'aidait à concevoir, était en passe d'accorder trop d'attention à l'évaluation extérieure des maladies mentales, à la catégorisation de données comportementales. Selon lui, il lui manquait le langage approprié pour parler de l'expérience intérieure telle qu'il l'avait rencontrée dans l'œuvre de Swedenborg. Encouragé par cette lecture, Jung commença à forger un langage basé sur sa propre expérience subjective. Comme Swedenborg, il finit par croire qu'une partie de notre psyché existait en dehors du temps et de l'espace. En 1914, alors âgé d'une trentaine d'années et étant sorti de l'ombre de Freud, il entreprit une série d'expériences sur lui-même. Il fut influencé par Ludwig Staudenmayer, un professeur de chimie expérimentale qui avait publié Magic as an Experimental Science, basé sur diverses auto-expériences, dont l'écriture automatique. Jung décrivait ce projet comme une plongée dans les ténèbres de l'inconnu. Il consistait en partie à travailler sur ses rêves. Dans l'un d'eux, il vit le puissant héros germanique Siegfried apparaître au sommet d'une montagne dans les premiers rayons du soleil, puis dévaler la montagne sur un char fait d'ossements humains. Dans son rêve, Jung s'emparait d'un fusil et l'abattait. À cette époque, le pire massacre de l'histoire de l'humanité se déroulait sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Jung pouvait presque entendre les canons depuis sa villa au bord du lac des Quatre Cantons. S'il avait eu l'intention de l'occulter, pendant qu'il conduisait ses expériences de pensée, il n'y parvint pas. Sa maison devint hantée. Sa fille cadette vit une silhouette blanche fantomatique dans les chambres du dernier étage. Et une nuit, on arracha la couverture de son aînée alors qu'elle était au lit. Une autre fois, toute la famille entendit qu'on sonnait à la porte alors qu'il n'y avait personne devant. Dans un autre rêve, Jung se retrouva dans un pays lugubre, sans soleil, qu'il prit pour le royaume des morts. Il y rencontra un vieil homme portant une longue barbe blanche qui se présenta sous le nom d'Élie. Salomé, une belle jeune femme, accompagnait le vieux prophète. Jung fut surpris de voir ces deux personnages ensemble. Quel drôle de couple, pensa-t-il. Il aurait sans doute été moins surpris s'il avait été familier de l'œuvre de son contemporain Rudolf Steiner, qui a longuement commenté la réincarnation d'Élie en Jean le Baptiste. Comme Steiner, Jung fut énormément inspiré par le mysticisme de Goethe. Jung voyait dans le Faust de Goethe, comme dans la légende de Siegfried, une prophétie du destin de l'Allemagne. Un pays et un peuple idéalistes s'efforçant d'être à la hauteur de leurs aspirations, mais condamnés à devenir meurtriers. Avec Faust, disait-il, le peuple allemand se préparait inconsciemment à la catastrophe à venir. Dans la pièce de Goethe, Faust est responsable du meurtre de Philémon et Baucis, un couple de vieillards très unis. Dans la mythologie grecque, Philémon et Baucis sont bons et offrent l'hospitalité aux dieux déguisés en mortels. Bien qu'ils n'aient pas suffisamment à manger pour eux-mêmes, ils sacrifient leur unique roi. Quand les dieux parlent,
où partent, leur humble chaumière est transformée en temple d'or, et à leur mort, Philémon et Baucis sont changés en arbres. Leur feuillage s'entrelace tendrement. Peu après son entrevue avec Élie et Salomé, Jung rencontra également Philémon. Le vieil homme sortirait de son rêve pour entrer dans sa vie éveillée et devenir son mentor, son démon. Philémon incarnait la sagesse et surpassait même Élie à cet égard. Quand Jung rencontra pour la première fois Philémon en rêve, il le vit naviguer dans les cieux affublé d'ailes ressemblant à celles d'un martin pêcheur. Comme Élie, c'était un vieillard barbu, mais il avait des cornes de taureau et boitait d'une jambe. Il portait un trousseau de 4 clés et tenait l'une d'elles à la main comme s'il s'apprêtait à ouvrir quelque chose. Jung entreprit de peindre le portrait de Philémon. Un jour qu'il y travaillait, il sortit dans le jardin et trouva le cadavre d'un martin pêcheur. Ces oiseaux sont rares dans cette partie du pays. Jung n'en verrait plus pendant 50 ans. Et cet événement fut pour lui un exemple de ce qu'il appellerait plus tard la synchronicité. À travers cette coïncidence, le cosmos essayait de lui dire quelque chose d'important. Jung en vint à comprendre que même s'il avait au départ rencontré Philémon dans le cadre d'une expérience intérieure, le vieillard avait une existence indépendante et savait de nombreuses choses qui lui étaient inconnues. Jung arpenterait souvent le jardin de long en large avec lui, plongé en grande conversation. Plus tard, Jung rencontra un ami de Gandhi et l'interrogea sur son gourou. L'Indien répondit que son gourou était Shankaracharya ou Adi Shankara. Surpris, Jung lui demanda s'il entendait par là le réformeur de l'hindouisme ayant vécu au 8e siècle. L'homme le lui confirma et expliqua que certains gourous vivaient et enseignaient sous forme d'esprit, ce qui aida Jung à mieux comprendre Philémon. Le nom Philémon, nous l'avons vu, vient des mythes grecs, mais l'apparence du vieil homme évoque aussi les traditions égyptiennes et gnostiques. Jung dirait plus tard que Philémon venait d'Alexandrie où l'Orient rencontre l'Occident et également qu'il avait été le mentor de Bouddha, de Mani, de Jésus-Christ et de Mahomet, tous ceux qui avaient réellement communié avec Dieu. Les ailes de Martin Pêcheur de Philémon rappellent par ailleurs le Saint Graal, car Perceval fut orienté vers le château du Graal par le roi pêcheur qui s'avéra être son gardien. Plus tard, Jung rêvait qu'il traversait la mer pour ramener le Saint Graal. Ces explorations de l'inconscient l'amenèrent à croire que bien que le christianisme soit essentiel pour comprendre le cosmos et son histoire, la doctrine de l'histoire était devenue trop étriquée pour couvrir l'expérience religieuse dans toute sa diversité. Il écrivit sur Paracels en tant que phénomène spirituel et explora aussi l'alchimie des rose-croix d'influence paracelsienne. Il se pencha sur la vie de Jésus Christ à l'aune des enseignements astrologiques réprimés par l'Église et étudia également les chakras de la pratique religieuse orientale. Il fut sans doute aussi influent que Rudolf Steiner sur l'épanouissement du mouvement New Age au XXe siècle. Dans le livre rouge, journal dans lequel Jung consignait ses rêves, il dit avoir rencontré Philémon dans son jardin en train d'arroser les tulipes. Il voit également Baucis. Elle est à la fenêtre de la cuisine et regarde tranquillement Philémon prendre soin des fleurs. Le couple est extrêmement âgé et lent. Tous deux ont l'air épuisés. Leurs horizons ne semblent pas dépasser les tulipes. Puis Jung remarque une baguette et quelques livres de magie kabbalistique et hermétique sur les étagères d'un placard. Il appelle Philémon. Dans un premier temps, le vieillard ne semble pas l'entendre, mais il finit par se retourner tremblant et lui demander ce qu'il fait là.
Jung lui répond qu'il a entendu dire qu'il connaissait la magie. Accepterait-il de lui en parler? Le vieil homme réplique qu'il n'y a rien à dire. Devant l'insistance de Jung, il ajoute qu'il n'aide que les malades et les indigents en faisant preuve de compassion, rien de plus. Comme Jung continue d'insister, Philémon le somme de ne pas se montrer aussi impertinent. Jung s'obstine malgré tout à essayer de faire parler le vieil homme qui finit par lui dire « Mais la magie ne peut être ni apprise ni enseignée. La magie est justement tout ce que l'on ne comprend pas. » Jung persiste malgré tout à le questionner de façon plus pressante, mais Philémon l'avertit qu'il n'écoute pas vraiment. Jung essaye toujours d'utiliser sa raison et c'est vain. Jung se sent pris de vertige et descend la rue s'éloignant de la maison et du jardin. Il surprend alors une conversation de ses voisins. Ils ont remarqué qu'il avait longuement parlé avec Philémon et en ont conclu qu'il devait connaître les mystères. Plus tard, Jung voit en vision le vieil homme en train de rire dans son jardin. Il est midi, les silhouettes bleues des morts soupirent à l'ombre de la maison et des arbres. Philémon s'entretient avec une ombre bleue à l'écart des autres, une ombre qui semble assombrie par le tourment et qui a du sang sur le front. Il se rend compte qu'il s'agit de Jésus-Christ. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi, dit Nietzsche. Les dialogues du livre rouge sont manifestement influencés par Ainsi parlait Zarathustra. Jung ne se contente pas d'explorer les multiples dimensions de l'expérience religieuse révélée dans les différentes traditions. Il veut se confronter à ses côtés sombres et difficiles. Il entend penser la vie et le monde son entreprenant, comme il le dit dans Ma vie, un voyage de découverte, le plus souvent impopulaire, ambigu et dangereux vers l'autre pôle du monde. Il écrivit « Le sens de mon existence est que la vie me pose une question. Certaines personnes font l'expérience de la vie de cette manière, d'autres choisissent de ne pas s'appesantir sur le mystère. Elles acceptent simplement la vie telle qu'elle est et s'en accommodent. Je doute que ces deux groupes de personnes tombent un jour d'accord. » Jung se réveilla dans son lit. Il était dans une chambre d'hôtel. Il s'y était retiré après une conférence. Il ressentit une forte douleur au front et eut l'intuition que l'un de ses patients s'était suicidé. Il mena son enquête et reçut la confirmation que ce patient s'était bien tiré une balle dans la tête au moment précis où il s'était réveillé. Le 11 février 1944, alors âgé de 68 ans, Jung fit une chute et se cassa la jambe. Il y eut des complications, il fit une crise cardiaque et perdit connaissance. Il eut un rêve ou une vision dans lequel il flottait hors de son corps au-dessus du désert d'Arabie et des sommets enneigés de l'Himalaya. Puis il redescendait et voyait un temple hindou. Il comprit qu'il trouverait toutes les réponses à ses questions au travail de toute une vie dans ce temple. Puis son médecin lui apparut et lui dit que le moment n'était pas encore venu pour lui de mourir, on l'avait envoyé pour le ramener. Le 4 avril, Jung se sentit suffisamment bien pour s'asseoir dans son lit, mais un grand poids l'affligeait. Il savait grâce à son rêve que son ami médecin s'était sacrifié afin qu'il puisse recouvrer la santé et vivre pour parachever son œuvre. Le jour même, le médecin dut s'alimenter, atteint de septicémie. Quelques jours plus tard, il s'éteignit. Avant d'entreprendre les recherches pour ce livre, la lecture fortuite de plusieurs récits m'avait convaincu que les apparitions d'anges rapportées pendant la Première Guerre mondiale, telles que les anges de Mons, avaient été inspirées par une nouvelle d'Arthur Machen, auteur occulte paru dans le Evening News et que les nombreuses personnes avaient lu à tort comme un reportage. Or, une récente lecture m'a convaincu du contraire. Les troupes françaises, belges et anglaises se faisaient repousser par les Allemands près de la ville de Mons. La défaite se profilant à l'horizon, on organisa une journée nationale de prière
et les fidèles affluèrent dans les églises d'Angleterre. Sur le champ de bataille, les Anglais semblaient à la merci des Allemands, tandis qu'ils battaient en retraite, la cavalerie allemande fonçait droit sur eux, mais subitement les chevaux des Allemands firent volte-face, refusant de continuer à avancer comme l'ânesse de Balaam. Les tirs cessèrent dans les deux camps. Par la suite, de nombreux soldats rapportèrent l'avoir vu. 4 ou peut-être 5 êtres de lumière vêtus de robes blanches flottaient dans le ciel, dos aux Anglais face aux Allemands. C'était une soirée chaude et claire entre 20h et 21h. Ces étranges lumières se découpaient assez nettement dans le ciel. Elles ne pouvaient en aucun cas être un jeu de lumière de la lune, puisque le ciel était dégagé. Officiers et soldats les contemplèrent pendant environ 45 minutes. Les déclarations clés des témoins de ces événements furent recueillies et publiées avant le 14 septembre, date à laquelle parut la nouvelle de Machen. En outre, les apparitions dans le récit de Machen sont des archers fantomatiques, ce qui n'est pas sans rappeler les archers qui défièrent les chevaliers français à Azincourt, bien loin des créatures angéliques que les hommes dans les tranchées des deux camps rapportèrent avoir vues. En mars 1918, les troupes britanniques et portugaises combattant au nord de Béthune, dans le nord de la France, risquaient à nouveau de se faire anéantir par les Allemands. Paris était menacé. Se souvenant de ce qui s'était passé à Mons, une nouvelle journée nationale de prière fut organisée. Les Américains qui avaient décidé d'envoyer des troupes au mois de mai de l'année précédente y participèrent également. À nouveau, les troupes allemandes stoppèrent subitement leur avancée et cessèrent de tirer. Quelqu'un entendit une alouette chanter, mais que pouvait-il bien se passer? Plus tard, les soldats allemands qui avaient été faits prisonniers rapportèrent avoir vu une brigade de cavalerie avancer sur eux, portant des uniformes blancs et montant des chevaux blancs. À cause de ces étranges uniformes, ils supposèrent qu'il s'agissait de forces coloniales qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusque-là. Au départ, ils pensèrent même que le comportement de ces cavaliers était totalement insensé. Ils chargeaient les positions allemandes en terrain découvert. Les Allemands tirèrent des obus et dirigèrent leurs mitrailleuses sur eux, mais la cavalerie blanche continua sa progression sans qu'un seul homme ne tombe, telle une grande vague irrésistible. Voilà un récit bien étrange, mais bien réel. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.